Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 70. Je vous le dis direct, j'ai adoré cet épisode. Un des meilleurs de Dragon Ball Super. Il a beau être un hors-série, c'est celui dans lequel j'ai eu le plus de passion à le regarder, clairement. Un dans lequel j'ai eu le plus d'amusement, dans lequel j'ai eu le plus de sensations Dragon Ball Z-esque. Oui, j'ose dire ça pour un épisode hors-série tournant autour du baseball. Attention, je ne dis pas que c'est le meilleur épisode, je dis que pour moi ça a été un des meilleurs et surtout le plus complet. Vous allez voir cela durant toute la review. Mais au final, on a eu tout ce qu'on aime dans Dragon Ball réuni dans un épisode, qui plus est un hors-série. Alors que les autres épisodes auxquels vous avez tout de suite pensé quand j'ai parlé du meilleur épisode sont sûrement les épisodes de combat face à Black, face à Hit, tout ce genre de choses. Mais ces épisodes-là, on les a tous adorés parce qu'ils étaient intenses au niveau du combat. Mais ils étaient très loin d'être aussi complets que l'épisode auquel on a eu droit cette fois-ci, cette semaine-là. Bon, l'épisode a commencé avec une petite mise en contexte avec Champa et Vados qui contactent leur homologue, Whis et Beerus, pour leur proposer une sorte de nouvel affrontement des deux univers de tournoi, mais en même temps, une sorte d'activité commune pour soi-disant apprendre à mieux se connaître, à faire mieux connaissance. Ce qui est déjà assez drôle, parce que d'abord on commence par un tournoi inter-univers, on se tape sur la gueule, on a failli se tuer, et ensuite on se fait un tournoi de baseball, au lieu de commencer par l'inverse, mais bon. On comprend alors que Champa a d'autres objectifs, ses trucs de bouffe et tout ça, ce qui est d'ailleurs assez étrange qu'il convoite la bouffe de la Terre de l'univers 7, car sa propre Terre de l'univers 6 a été reconstruite. Donc, est-ce qu'il faut prendre cela à la légère? C'est juste un hors-série, on se détend. Est-ce que l'on peut considérer que la bouffe de l'univers 6 est moins bonne que celle de la Terre de l'univers 7? Le fait que Beerus n'arrête pas de lui en parler, qu'il ait ses propres contacts pour obtenir la meilleure bouffe de la planète, font que Champa veut aller sur celle de l'univers 7. Car dans l'univers 6, Champa ne saurait pas dans quelle zone de la planète Terre se diriger pour y trouver la meilleure bouffe. Donc je pense que c'est surtout le fond de rivalité entre Beerus et Champa qui fait que Champa, comme un enfant, veut absolument ce que son frère possède. Alors que pourtant, tous les deux ont déjà le même jouet. Bon, passé cela, c'est déjà le match de baseball qui va commencer. Sachez déjà que moi, je pense que certains d'entre vous sont fans de baseball, moi je n'y connais rien. Je vous le dis honnêtement, j'ai dû voir 2-3 matchs quand j'étais petit à la télé. Je sais visuellement à quoi ça ressemble, je suis pas con non plus, mais au niveau du déroulement d'un match, j'y connais absolument rien. Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est que le baseball au Japon est super populaire. Ça fait partie encore des activités que les jeunes adorent faire. Vous avez déjà dû voir des vlogs ou je ne sais pas, par exemple de vos youtubeurs préférés qui ont la chance de partir au Japon et dans lesquels, par exemple, ils allaient dans les activités qu'on peut avoir sur les toits de certains immeubles au Japon et également sportives et dans lesquelles vous avez déjà dû voir certains Japonais faire une espèce de simili baseball sur les toits de Tokyo, par exemple. Bon, cette petite précision étant faite, on constate que les équipes se forment et que du côté de l'univers 6, il n'y a pas de combattants, il n'y a pas de participants, de joueurs suffisants pour constituer une équipe de l'univers 6, car Hit et Frost ne sont pas là. Donc du côté univers 7, on a Beerus, Petit Trunks, Piccolo, Gohan, Goku, Yamcha et Krillin. Tandis que côté univers 6, on a Botabo, Magetta, on a Champa bien sûr, on a Kiabe, et derrière on leur a rajouté Goten et on leur a mis Vegeta. Ce qui permet déjà de faire un lien entre les deux rivalités qui les opposent, à savoir Goten avec le petit Trunks et Goku avec Vegeta. Bien que ça fasse bizarre qu'une équipe représentant un univers soit composée de personnes de l'univers opposé, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution pour ficeler une histoire autour de tout cela, sachant que bon, on comprend que Hit n'est pas exploité ici, étant donné qu'ils veulent l'exploiter dans le prochain arc. Et après, qu'en est-il de Frost ? Étant donné qu'il a perdu sa face la dernière fois, on peut supposer que Champa ne veut même plus avoir affaire à lui, car on avait très bien vu que Champa avait été très ému par le fait que Frost protège la paix et tout ça dans l'univers, ça lui avait plu, il voulait même l'aider dans sa quête, et d'avoir vu que Frost était un méchant, au final Champa, on avait vu qu'il faisait un peu preuve d'empathie vis-à-vis des personnes qui avaient été arnaquées mentalement par Frost. Même si un dieu de la destruction est assez impartial, on avait vu que Champa faisait un peu preuve de sentiment. Bon, en tout cas, tout le monde fait un peu son petit historique vis-à-vis de ses capacités au baseball, on voit que pas grand monde y comprend quelque chose. Le plus gros joueur des deux équipes, c'est bien sûr Yamcha, qui a déjà fait ses preuves dans l'anime Dragon Ball Z, dans la série Dragon Ball. Et on a également aussi un peu Gohan, qui s'y connaît, qui a déjà un peu joué, il me semble que c'était aussi un rajout de l'auto animation durant Dragon Ball Z, là où Gohan était adulte et qu'il allait à la fac, à l'université. Mais bien sûr, dans cet épisode-là, il a dit qu'au final, il savait pas trop bien jouer au baseball, et c'est compréhensible, il l'a forcément oublié depuis le temps, on ne l'a plus jamais vu repratiquer cette activité, ça n'a même jamais été mentionné. En tout cas, déjà, un truc cool que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'on a déjà tous, au moins quand on était petit, surtout pour ceux qui ont connu Dragon Ball étant enfant, sachant que c'est une période durant laquelle on a un imaginaire fou, et moi le premier,
qu'on a déjà pensé à adapter les pouvoirs des personnages de Dragon Ball dans certains moments de notre vie, qu'ils soient tristes, qu'ils soient difficiles, mais aussi dans des moments heureux. À savoir que si quelqu'un vous a fait chier, vous vous êtes dit si j'étais Goku, je lui en foutrais une bonne. Ou alors dans des moments plus heureux justement, dans des moments de sport. Vous vous êtes forcément déjà imaginé que donnerait une partie de foot en ayant les pouvoirs de Saiyajin, que donnerait une partie de tennis avec les pouvoirs de la Team Z, voilà, vous comprenez un peu le délire. Et là, je pense que c'est un peu le fruit de l'imaginaire d'un enfant qui est adapté dans cet animé-là. Un peu comme ce fut le cas dans le chapitre 18 de Dragon Ball Super avec nos héros qui étaient adaptés en mode Mario Kart. Et je pense d'ailleurs, en faisant le parallèle, que Dragon Ball ferait de bien meilleures déclinaisons que les personnages de Mario ou de Sonic comme le fait Nintendo dans différentes activités plutôt que justement Mario et Sonic. Parce qu'ils ont des pouvoirs très intéressants, ils ont quelque chose qui donnerait une super valeur ajoutée au gameplay si on parle de jeux vidéo. Et bien sûr, si cela venait à se produire, il faudrait toujours nous produire de très bons jeux axés combat, comme les Xenoverse, comme l'ont été les Tenkaichi et tout ça, vis-à-vis de Dragon Ball. Mais avoir de temps en temps un jeu qui adapte un format d'activité particulier, le kart ou je sais pas quoi, vis-à-vis de Dragon Ball, par rapport à Dragon Ball, je trouverais ça très cool. Bien sûr, une bonne adaptation qui utilise bien les pouvoirs de la série, faite par des personnes qui connaissent les caractéristiques de chaque personnage, aussi bien physique que moral, mental. Bon, dès le début de l'épisode, on met l'accent sur le fait que Yamcha sera quelqu'un de très utile dans la partie, un des meilleurs joueurs. Car déjà, c'est lui qui sait le mieux jouer, donc ça c'est logique que ce soit lui un des meilleurs joueurs. Mais on comprend que c'est un peu son moment à lui, son épisode. Il n'a pas eu de phase cool depuis presque 30 ans, et on sait qu'à partir de là, il risque de ne plus en avoir durant les 30 prochaines années aussi. C'est maintenant ou jamais, brille maintenant ou éteins-toi à jamais. Et cet épisode nous a bien mis dans l'ambiance vis-à-vis de cela, nous a bien préparé. Quand je vous parlais d'adapter les pouvoirs de Dragon Ball vis-à-vis de la vie quotidienne, d'activités quotidiennes, justement en voilà un exemple. Le fait que Beerus mette la pression sur Goku pour qu'il lance sa balle le plus fort possible, et que Goku prend ça au sérieux et qu'il se transforme en Super Saiyajin Blue. À vrai dire, si j'avais dû faire une prédiction vis-à-vis de cet épisode, j'aurais plus imaginé des modes Super Saiyajin, histoire de pimenter le combat, de pimenter le match. Mais là, ils ont été vraiment à fond en nous proposant du Super Saiyajin Blue durant un combat de baseball. La balle de Goku qu'il a envoyée, ça me fait rire presque, a été enveloppée de ki divin. On a une balle de baseball en mode ki divin. Et l'impact que l'on a eu derrière, vous l'avez vu, je vous l'affiche à l'écran, et m'a rappelé, je pense qu'il vous a rappelé à vous aussi, par exemple, les cinématiques dans les jeux Budokai et Tenkaichi et même d'autres jeux vidéo Dragon Ball, dans lequel vous lanciez une attaque de ki ultime, l'attaque maximale de votre personnage préféré, et derrière, ça crée une cinématique, une mini-cinématique de 5 secondes de destruction de la zone, et vous reveniez sur votre map, sur votre lieu de combat, sur votre arène, avec la Terre, ou cette partie-là de la Terre détruite. Et là, rien qu'avec une balle de baseball, c'est ce que Goku a réussi à faire. Il a enveloppé de son ki, mais ce n'est pas non plus un Kamehameha, c'est pas un Genkidama qui l'a lancé, quoi. Et vous voyez déjà l'impact que ça crée. Deux faits intéressants à noter, et j'ai vu que ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, donc aussi j'ai envie de vous donner mon point de vue vis-à-vis de cela, je trouve ça normal. La première chose, c'est que Champa n'a visiblement pas vu passer cette balle. Vous voyez très bien le screen, il est resté immobile, il a même pas essayé de taper dessus, c'est même pas du genre je la vois arriver, j'essaye, je rate. Et là on aurait pu en conclure qu'il est maladroit. Mais Champa s'est fait prendre de court, il n'a pas réussi à renvoyer la balle de Goku en Super Saiyajin Blue. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle on estime le niveau de Champa à peu près équivalent à celui de Beerus. On va dire la même chose, légèrement plus faible, mais vraiment s'il y a une différence elle est vraiment minime. Genre on se doute à peu près tous de la même chose, c'est vrai qu'il a un physique rondouillé, mais je pense pas que ça influe vraiment sur sa force ou sur sa rapidité. Et à l'heure actuelle, le débat de puissance, il est surtout autour de qui de Super Saiyajin Blue végétaux ou Beerus gagnerait. Donc si je dis Beerus, on peut dire Champa, ça revient au même. Et le débat est encore loin de se porter entre un Goku Super Saiyajin Blue ou un Vegeta Super Saiyajin Blue face à Beerus ou Champa. Goku et Vegeta n'ont pas rattrapé Beerus, ça c'est clair. Forcément, ils s'en approchent, ils ne font que power-up. Si demain Krillin devenait un tout petit peu plus fort, il s'approcherait encore plus du niveau de Beerus. C'est juste de la logique. Et pourtant, ce bon vieux Champa n'est pas parvenu à arrêter cette balle. Pour moi, le ressenti que j'en ai eu, il n'y a pas vraiment de faits qui peuvent prouver ça. L'épisode a été ce qu'il a été. On va dire que les conclusions sont assez libres, mais vis-à-vis de ce qu'on a eu droit dans la suite de l'épisode, de ce que l'on sait de la puissance des Akaishin, je pense que cette scène a été faite pour appuyer l'humour, simplement, rien de plus. Ça ne veut pas dire que maintenant, Goku a tellement progressé qu'il peut devancer un dieu de la destruction. Surtout que déjà, il faut remettre dans le contexte. On avait Goku qui était à fond, presque en mode combat, et un Champa qui était pas en mode détente, qui voulait gagner. Mais on va dire qu'il jouait pas sa vie. Et il s'attendait pas, en plus, à recevoir un coup aussi fort que celui-ci.
C'est plus l'effet de surprise, appuyé par la volonté de lancer une scène humoristique qui a créé ce passage-là, et non pas la différence de force entre Champa et Goku. Moi je vous le dis, Champa gagne haut la main face à Goku Super Saiyajin Blue actuel. On est le 11 décembre 2016 quand je vous parle, et bien sûr peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, 4, Goku dépassera Champa et Beerus. Mais là, aujourd'hui, non. Et encore moins dans un hors-série, forcément. Et la deuxième chose, ce n'est pas le fait de voir Yamcha commencer à se prendre des coups ou quoi que ce soit, mais c'est par rapport à Gohan. Je sais que ça vous a interpellé énormément, et bien sûr, moi aussi. Je vous ai parlé de l'impact de la balle de Goku. On a très bien vu la déflagration que ça a fait, et vu depuis l'espace, on a vu cette zone se détruire. En cible, il y avait Champa, mais derrière, il y avait Gohan, qui était là à la réception. Gohan s'est donc pris cette balle-là de plein fouet. Bon, bien sûr, au passage, oui, s'il a rien, ça c'était logique. Mais Gohan, lui, il s'est pris de plein fouet une balle remplie du ki de Super Saiyajin Blue, ce qui peut paraître dérisoire, mais vous avez bien vu l'impact. Et il en est ressorti quand même tout sourire, il n'est pas blessé, il n'a pas fini à l'hôpital, il n'a pas eu besoin de prendre un Senzu, au contraire il a continué le jeu. Sachant que lui il est en forme normale, il s'est ramolli énormément, on l'a vu dans Dragon Ball Super, il arrive à peine à se transformer en Super Saiyajin, ses pouvoirs sont endormis, et malgré tout il a fait preuve d'énormes capacités de résistance. Ceci n'était pas voulu, c'est pas lui qui a concentré son ki ou je sais pas quoi, c'est juste que ses capacités sont tout de même hors normes, et comme d'habitude, comme ça a toujours été dit dans la série, Gohan cache un énorme potentiel. Ça aurait été Krillin ou Yamcha derrière cette balle, pour attraper la balle, je suis sûr qu'il serait mort, c'est logique. Et là où tout le monde a été interpellé, c'est quand Champa dit à Gohan, toi tu es plutôt solide, n'est-ce pas? Cette remarque-là a fait vibrer tout le monde et fait preuve que la Toei Animation essaye de remuer le couteau dans la plaie et essaye de nous faire quelques teasings vis-à-vis d'un hypothétique retour de Gohan. En nous disant, regardez, on vous dit qu'il cache quelque chose, on vous montre une mèche, on vous dit qu'il s'entraîne avec Piccolo. Petit à petit, il y a des choses qui s'imbriquent, qui valent pas grand-chose, mais qui ont le mérite d'exister. Pour moi c'est clair, Gohan fera son retour dans Dragon Ball Super, et cela sera sûrement temporaire, mais il fera son retour. Je n'irai pas jusqu'à dire que cette phrase est là pour teaser ce retour, mais du moins pour nous faire comprendre que le potentiel de Gohan existe toujours. C'est vrai qu'il a dit j'ai failli me faire vaporiser par la balle que Goku a lancée, mais au final on est quand même loin de ça, regardez il est en parfait état. Bon allez, je poursuis sur la review, et c'est vrai que chose très drôle que nous avait dit Whis et Vados au début, c'est que toute forme de destruction, donc de Akai, la traduction japonaise, Akai n'est pas une attaque mais veut dire destruction, et Beerus a utilisé ce mot pour définir son attaque destructrice. En tout cas, comme mentionné par Whis, cela est interdit, et Goku va devoir retomber dans sa forme normale, enfin du moins éviter toute forme de destruction, et pour pouvoir se contrôler, Goku va réduire son niveau de force. À tel point que là on va avoir la scène inverse dans le sens où sa balle arrive à peine à tenir en l'air tellement il a lancé de manière faible. La scène aura été ultra longue et aura permis d'insérer un easter egg plutôt pas mal dans le sens où Dr Slump était encore dans cet épisode-là, l'univers Dr Slump plutôt, pas le Dr Slump à lui-même, et cette espèce d'homme-mouche, d'homme-abeille, je me rappelle même plus comment il l'appelle dans la série, je crois que c'est l'homme volant. Je vous dis à chaque fois j'ai du mal sur les noms dans Dr Slump parce qu'il y a des millions de traductions, peu d'adaptations en version française officielle, du coup je vais l'appeler l'homme volant, qui est un des super-héros que l'on trouve dans Dr Slump, qui est arrivé dans Dr Slump à l'époque en disant qu'il voulait remplacer celui qui ressemble à Superman. Bon, au final, tout cela tourne autour de l'humour, pas besoin de vous faire toute l'histoire de ce mec-là. Mais j'ai trouvé encore très amusant de le placer, c'était inattendu, surtout que les adieux et les au revoir avaient été faits avec Dr Slump la semaine dernière. Je m'attendais pas vraiment à voir encore un personnage de cet univers-là apparaître ne serait-ce que 5 secondes. C'est au tour ensuite de Champa de taper bien trop fort dans la balle et de l'envoyer valser dans l'espace. Puis la partie se poursuit, Goku tente encore, je ne sais pas comment on appelle ça, mais essaye de poursuivre sa partie, de faire de meilleurs lancers. Et là, on en arrive encore à une illustration de ce que je vous disais, dans le sens où ça serait cool, le fameux rêve d'enfant, d'apporter dans chaque activité de votre vie des pouvoirs de Dragon Ball, dans le sens où Ki Trunks, sans se transformer en quoi que ce soit, a juste utilisé une petite vague de Ki assez légère pour dévier le chemin que prenait la balle dans les airs, la balle de Champa. Et tout ça, j'ai trouvé cool, je suis content que la Toei Animation ait tourné ce match de baseball comme cela. Et n'ait pas juste fait un match où ils allaient se lancer avec un peu de force et courir assez vite parce qu'ils sont surdopés, mais qu'ils ont vraiment utilisé les capacités des personnages. Bien sûr, ils les ont pas utilisées au maximum, sinon tout le monde aurait activé son aura et tout ça, ça aurait été un gros bordel et la Terre aurait pété à cause d'un match de baseball. Mais, de manière raisonnable, ils ont réussi à introduire les capacités de chaque personnage et à les rendre agréables et utiles. Bien sûr, tout cela sur fond de hors-série et sur fond d'humour. Avec par exemple les Beerus et Champa qui n'arrêtaient pas de se faire des têtes très très drôles à chaque fois, aussi bien les têtes d'énervement de Champa que les phases où Beerus narguait son frère jumeau. C'est vrai que ça tourne en ridicule les dieux de la destruction, mais franchement j'adore, je suis client. Vraiment cet épisode-là était fait pour les fans de Dragon Ball. Et quand on vous parle de fans de Dragon Ball, on vous parle également de Yamcha, pour qui c'était le tour de lancer sa balle
face à Botamo, et juste en ayant un Yamcha qui lance une balle en mode Roga Fufuken, qui en plus l'a derrière adapté en Sokidan pour dévier sa trajectoire, j'ai adoré ce moment-là. J'ai trouvé Yamcha cool comme à l'époque. Bon, c'est vrai qu'avec ses vêtements de l'époque ça aurait été mieux, mais je l'ai trouvé cool. La scène était super bien dessinée, super bien animée, tout comme le reste de l'épisode et de tous les hors-séries qu'on a eu jusqu'à présent, enfin des 2 derniers hors-séries. Ça, c'est quelque chose que je répète à chaque fois parce que je trouve ça très étonnant de voir des hors-séries très bien animées. Regardez cette scène que je vous affiche dès maintenant à l'écran, ou qui est peut-être déjà même affichée depuis que je parle, avec le loup derrière Yamcha qui est en train de lever sa jambe à la capitaine Tsubasa. Comme il est dit, Yamcha n'est plus un expert en arts martiaux, mais il a adapté ses capacités. On voit que sa vie n'est pas fade, n'est pas plate. Il se fait plaisir quand même, il arrive à utiliser ses capacités à bon escient dans ce qui lui fait plaisir. Et la scène m'a transmis quand même quelques frissons, je vous le dis. Et ça me renvoie aussi vers un débat que j'ai ouvert très récemment sur la chaîne, enfin depuis 2 semaines, et que j'ai réouvert encore une fois hier dans ma dernière vidéo sur Piccolo, en vous disant que justement ça serait très cool de remettre tous ces personnages sur le devant de la scène. Regardez, les personnages secondaires de l'univers 6, Botamo, Magetta, tout ça, ils sont intéressants, ils sont cool. Alors pourquoi ne pas remettre sur le devant de la scène tous les personnages secondaires de l'univers 7 ? Et cela passerait bien sûr par un power-up. C'est pour ça que j'évoquais les notions de Super Human God, un humain au ki divin, et de Super Namek God. Car au final, il faudrait qu'ils puissent rivaliser avec les nouvelles menaces ou les plus forts de la Team Z actuelle, mais avoir un niveau qui leur permette de faire quelque chose, qui permette de leur accorder du temps à l'écran, aussi bien pour les phases d'humour que pour les phases de combat. Et la preuve en est avec ce Roga Fufuken adapté au baseball de la part de Yamcha, qui je suis sûr vous a transmis de très bonnes émotions aussi. Bon, au final, en parlant de personnages secondaires, Kiabe aura quand même été assez éclipsé dans cet épisode-là. Il a fait beaucoup de figurations, il nous a rappelé qu'il considère Vegeta comme son maître, il l'appelle Shishio dans sa tête, preuve du respect qu'il marque pour lui et de ce qu'il attend de lui, dans le sens où il espère une nouvelle rencontre et un apprentissage de la part de Vegeta. Déjà, il lui a appris à se transformer en Super Saiyajin, mais il en attend encore plus. D'ailleurs, ils n'ont pas fait en sorte que Kiabe se transforme en Super Saiyajin, ce qui aurait sûrement amélioré ses capacités. Yamcha a affirmé sa supériorité au baseball et se retrouve maintenant face à face avec Vegeta. Phase très très intéressante. Et intéressante pourquoi ? Parce que ça fait ressurgir l'espèce de triangle amoureux, bien sûr triangle entre guillemets, qu'il y a entre Bulma, ou qu'il y a pu avoir, parce que maintenant quand même c'est un peu retombé, mais qu'il y a pu avoir entre Bulma, Yamcha et Vegeta. C'est vrai qu'on va dire que Bulma et Yamcha à l'époque ont flirté, on va appeler ça comme ça, tandis que maintenant Vegeta est le mari et père des enfants de Bulma. Je dis des enfants parce que je considère Bra comme canon, forcément. Et le pire, c'est que dans cet épisode, ils ont joué là-dessus, avec Bulma qui, de manière très second degré quand même, sur un fond de second degré, a commencé à ressentir quelque chose de l'encouragement, du moins pour Yamcha. Ce qui a titillé Yamcha, on l'a vu faire l'espèce de joue rose qui est typique dans les œuvres d'animation, qu'elles soient manga ou pas, que ce soit des Disney ou ce que vous voulez, les joues roses comme ça, voilà, c'est pour dire que le personnage ressent un peu de fierté, de timidité, qu'il est content et parfois même un peu d'amour caché. Et on a le côté alpha, homme prédominant de Vegeta qui remonte, dans le sens où il veut s'affirmer, et c'est normal. Je pense que vous vous rappelez tous du « ne touche pas à ma Bulma ». Vegeta est quand même un Saiyajin très possessif, très fier, très protecteur. Voilà pourquoi il a envoyé directement sa balle dans les côtes de Yamcha pour lui faire comprendre que ici c'est lui le dominant, on va dire, un peu comme des lions qui se battraient. Alors il est bien sûr temps d'avoir la confrontation tant attendue entre Goku et Vegeta. Vegeta cette fois-ci il en a rien à foutre, il y va au maximum en mode Super Saiyajin Blue. Goku il a compris que ça allait pas rigoler et il se met lui aussi en Super Saiyajin Blue. Vegeta met tout ce qu'il a dans cette attaque-là et reproduit la même scène que Goku précédemment, à savoir que sa balle passe en mode ki divin Super Saiyajin Blue. Goku a l'air assez surpris de la force que Vegeta a mis là-dedans, mais en même temps il a vraiment de quoi répliquer et il est en train de renvoyer la balle. Alors, j'ai presque envie aussi de vous dire que ça me semble logique, peu importe les niveaux de force qui peuvent séparer Goku et Vegeta. Je suis toujours partisan du fait que depuis la fin de l'arc Mirai Trunks, Vegeta est plus fort que Goku. Ça me semble logique. Depuis qu'il a eu son entraînement de 6 mois dans la salle de l'esprit et du temps, Vegeta est devenu plus fort, c'est indéniable. Je sais que Goku est le héros, mais ça arrive souvent dans l'œuvre qu'il y ait des phases dans lesquelles Goku est un peu moins fort que Vegeta et on sait qu'au final, ce sera toujours Goku le plus fort. Mais là, on est dans une de ces phases où Vegeta est supérieur. Alors pourquoi Goku a-t-il réussi à repousser la balle ? À mon avis, c'est juste parce qu'il est celui qui tient la batte et non pas celui qui lance. C'est-à-dire que Vegeta a mis toute sa force en une fois dans la balle et la lance. Et après, il ne peut plus rien faire. Bon, il a essayé de lancer du ki, ça on va y revenir. Mais une fois qu'il a lancé sa balle, il est observateur, il regarde ce qui se passe et il ne peut plus la pousser. Il ne fait pas de mouvement avec ses bras pour pousser, pour insuffler une certaine force ou je sais pas quoi. Il n'y a rien qui se passe.
sa balle est chargée et à elle de faire le boulot. Alors que Goku, lui, il tient la batte et de manière continue, il insuffle sa force dans ses bras, dans ses mains et dans sa batte pour repousser. Donc forcément, celui qui a l'ascendant sur la durée, c'est Goku, vu que c'est lui qui a moyen d'apporter de la force en continu, tandis que Vegeta ne peut pas. Donc pour moi, si Vegeta avait été celui qui tenait la batte et Goku celui qui lançait la balle, Vegeta aurait pu renvoyer la balle encore un peu plus facilement que Goku n'a pu le faire, ou du moins a commencé à le faire. J'ai trouvé très drôle aussi le fait que Vegeta s'énerve et balance des boules de ki vers Goku, dans le sens où justement il comprenait que Goku était en train de renvoyer la balle, et que ça tournait mal pour lui, il s'est dit tiens, les vagues de ki sont autorisées, je vais même y aller avec un Final Flash. Ce qui nous a permis de voir Yamcha sortir ses gros yeux, mais qui derrière a réalisé qu'il fallait prendre le dessus sur le jeu, ce qui a déstabilisé Vegeta, qui a annulé malheureusement, j'ai envie de dire, son Final Flash. Mais la scène aurait vraiment parti en cacahuète s'il nous avait fait le Final Flash, et de toute façon on aurait eu une équipe disqualifiée. Au final, la team de l'Univers 6 se remobilise et essaie de prendre la main sur le jeu, mais Vegeta tape encore Yamcha, et là avec un coup direct. C'est pas la balle, c'est vraiment un coup de coude dans ses côtes, une deuxième fois. C'est vrai que quand on voit ces mecs-là de Dragon Ball jouer, on a l'impression de voir une... Vous savez, dans les films, quand on voit des mecs en prison en train de jouer et que c'est sans règles et que ça devient très difficile, ils se bousculent tous, ils se tapent tous, ils se mettent des coups bas, ils se mettent des coups dans les côtes, des choses qu'on ne peut pas voir, et ça fait rire un peu tout le monde. Et ben là, j'ai l'impression que c'était un peu la même chose. Ils se foutaient tous des coups, ils s'en foutaient presque un peu des règles, mis à part Whis et Vados. Mais Whis et Vados laissaient quand même passer pas mal de choses, et au final, on se retrouve souvent avec un Yamcha à terre. Piccolo a été fidèle à son poste dans le sens où, comme je vous disais dans ma vidéo hier sur lui, un abonné, une théorie, sur le traitement de Piccolo, je vous disais qu'il fait preuve d'intelligence mais pas de phase d'action dans cette série, et là ça a été encore le cas, où il dit et conseille à Gohan de berner Magetta en envoyant une balle dans le ciel. Et c'est vrai, ça a marché, ça a commencé à marcher. Mais cela a permis également d'ouvrir la confrontation entre Beerus et Champa là où on ne l'attendait pas, parce qu'on pensait que les deux allaient se confronter au baseball, qu'un allait lancer et l'autre renvoyer. Et non, on a carrément eu droit à du combat. Ça a été court, mais ça a été super intense. C'est pour ça que je vous disais qu'on a eu un épisode complet, car on a du combat, on a de l'humour, on a quelques phases teasers et tout ça sur le potentiel de Gohan, un easter egg vis-à-vis de Dr. Slump, une confrontation Goku-Vegeta, un Yamcha sur le devant de la scène, vous voyez qu'on a eu pas mal de choses. Et pour conclure alors, le combat entre Beerus et Champa, qui bien sûr n'a pas donné l'avantage à l'un ou à l'autre, comme je vous disais au début d'épisode, leurs deux pouvoirs sont assez similaires. Mais c'est surtout en termes d'intensité que j'ai adoré ce combat, plus que par rapport aux chorégraphies de combat. C'est ce ciel qui s'est assombri, ces éclairs qui sont arrivés, avec la musique qui a changé, les personnages qui disaient oui mais quand deux Akaishin se battent c'est la destruction de la Terre, Goku qui allait se téléporter sûrement chez Kaio ou chez Kaioshin, histoire d'éviter la destruction, ces deux dieux qui se sont mis à se battre ont carrément créé une tornade, une énorme tornade, j'allais dire une putain de tornade, oui c'est ça, c'est une tornade énorme, juste par le fait de s'envoyer des coups de poing, juste leurs échanges ont fait ça. Et d'ailleurs, c'était la première fois où on voyait les deux avec le visage complètement pété. Ils avaient la gueule comme des boxeurs, des bosses partout, et ils s'en sont mis plein la gueule en l'espace de 5 minutes. Ils n'ont pas eu le besoin de combattre énormément comme ça a duré vis-à-vis de Beerus et Goku. Car rappelez-vous, le combat Beerus contre Goku a duré beaucoup plus longtemps que ça, et Beerus, visuellement, physiquement, à la fin, il n'avait aucune marque. Alors que là, regardez, en 5 minutes, ok, c'est du hors-série, mais c'est quand même pour montrer l'intensité du combat qui est tout autre. Ils n'ont pas besoin de se transformer ou je sais pas quoi pour créer des tornades, pour créer des éclairs. C'était une vision apocalyptique. En 5 minutes, ça a tourné du tout au tout. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que Vados et Whis les ont laissés se taper quelques instants. Ils n'ont pas bloqué le combat dès le début. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui arrive assez souvent, dans le sens où ils les laissent un peu s'amuser, on va dire, et que dès qu'ils voient que le coup final va être porté ou qu'un coup beaucoup plus fort que les autres, comme là, leurs deux points qui allaient s'entrechoquer et sûrement détruire la Terre, l'univers, je sais pas quoi avec, va se produire que les anges arrivent, ce qui prouve déjà de leur capacité de perception, leur rapidité à agir et leur capacité d'analyse. Car s'ils étaient pas sereins vis-à-vis d'un combat entre Champa et Beerus, ils les stopperaient direct, alors que là, ils maîtrisent tellement, oui c'est Vados, qu'ils peuvent se permettre d'attendre que les deux enfants se mettent un peu sur la gueule pour les stopper quand ça part trop loin. Et dans tout ça, c'est quand même Yamcha qui garde le premier rôle, qui fait gagner son univers, qui arrive à poser sa main sur la zone safe, je crois qu'on appelle ça comme ça, si je dis pas de conneries, qui permet donc à l'Univers 7 de gagner une nouvelle fois la rencontre Univers 6, Univers 7, ça fait 2-0 pour l'Univers 7, et bien sûr, là j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais ça rappelle forcément à tout le monde, et voilà pourquoi je vous disais que c'était un épisode pour les fans de Dragon Ball, la fameuse scène où Yamcha est mort face à un Sabaiman. Il est resté sur le sol de la même manière, voilà pourquoi Piccolo et Krillin disent « Ah, ça me rappelle quelque chose, et quelque chose de amer, parce que la dernière fois, Yamcha était mort comme cela. » Yamcha dit même cette fois-ci je vais vous dire au revoir d'une manière différente, dans le sens où cette fois-ci il ne va pas mourir, il va tomber dans les pommes ou quelque chose comme ça, s'évanouir, mais qu'en même temps il leur dit au revoir avec la victoire.
Ce n'est pas vraiment pour le rabaisser qu'ils ont fait ça. C'était un moment assez émouvant en soi, assez drôle c'est vrai, si on a envie de se moquer on peut, mais c'était un moment aussi assez émouvant dans le sens où ça rappelle la mort de ce personnage-là, mais ça nous montre qu'il a réussi à faire quelque chose. Il a réussi à gagner, il a réussi à apporter la victoire à un univers, ce qui n'est pas rien. C'était une confrontation entre les deux meilleures équipes de chaque univers. Bon, il manquait Hit et Frost, mais vous m'avez compris. Bon, la fin de l'épisode, elle était pas super, avec le focus sur le gros ventre de Ciampa qui essaie de s'exercer pour le baseball. Il y aura sûrement une autre rencontre sportive, je sais pas moi, le basket. Mais le baseball, ça m'étonnerait qu'il y ait un match retour sur le baseball. Ils vont pas faire 2 fois le même épisode avec le même sport, ça les amènerait à quoi? Mais c'était pour montrer que bien sûr l'Univers 6 reviendra dans d'autres confrontations. Vados nous montre son rôle d'ange une nouvelle fois, dans le sens où elle a même pas besoin d'être dans le cube pour voyager, elle s'assoit dessus, elle en a rien à foutre. Bon, on le savait déjà puisqu'elle peut voyager comme Whis, mais je trouve que c'était cool qu'elle soit assise sur le cube et non pas dans le cube. Et elle nous mentionne également que Ciampa, dans tout cet énervement-là, cet engouement-là, a complètement oublié le fait de faire son festin qui était son but originel en venant dans l'univers 7. Donc au final, il se mange une défaite et il n'aura rien mangé concrètement en termes de nourriture. Les devins, je sais que vous attendez plus mon avis sur l'épisode 71 et le prochain arc, et donc parler de cette fameuse preview de l'épisode 71, plutôt que de m'entendre parler trop longtemps de cette review de l'épisode 70. J'en suis complètement conscient. Sachez que ce n'est pas un sujet que je peux aborder en 5 minutes. Je vais pas y passer 4 heures non plus, mais ce n'est pas un sujet que je peux développer en 5 minutes en fin d'une vidéo review. Donc les devins vis-à-vis de tout ce que l'on a vu, vis-à-vis de Hit, vis-à-vis de Goku, du titre de l'épisode, des synopsis qui ont été révélés des épisodes 71 et 72, je préfère vous donner rendez-vous sur la chaîne dans les prochaines heures, car je vais publier ma review du futur de l'épisode 71, là c'est sûr, c'est clair, je vais la faire, et justement il vaut mieux que je la fasse au plus vite possible, car j'ai peur que les synopsis me rattrapent trop vite. Et je vais faire également une vidéo qui va parler de mon avis vis-à-vis de cet arc-là, mes prédictions vis-à-vis de l'arc. Dans le sens où ma review du futur va donner des indications, des prédictions par rapport à l'épisode 71. Mais parler de l'épisode 71, ce n'est pas parler de tout l'arc. C'est parler de 20 minutes durant un arc. Donc les devins, vous avez très bien compris qu'il faut rester à l'affût sur la chaîne. On se retrouve sur pas mal de vidéos qui vont arriver dans les toutes prochaines heures, prochains jours. Je vous remercie pour m'avoir écouté sur cette vidéo-là. Beaucoup de choses arrivent vis-à-vis du prochain arc qui va être très passionnant, j'en suis sûr, qui va nous donner du vrai bon Dragon Ball, du bon Dragon Ball Super comme on l'aime, comme on le connaît, et qui, je l'espère, apportera énormément d'originalité dans l'action de cette série. Les devins, permettez-moi alors de vous remercier énormément. Je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter et de la liker un maximum de fois pour que notre communauté puisse s'agrandir et se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.